Libre Santé avec le docteur Jacques Lacroix et Lionel Chalex. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. Tout arrive. Alors pardonnez-nous pour ces quelques minutes de retard. À la technique, nous avons notre ami Jean-Yves Bernard et puis à la vidéo, Gérard Pommier qui est là, fidèle. Donc dans quelques jours, pas quelques heures, non, on ne va pas vous faire travailler la nuit, vous aurez l'enregistrement de cette vidéo sur YouTube. Il vous suffit de chercher CLC, vous mettez CLC Web Radio sur YouTube, et puis vous trouvez du reste toutes les émissions enregistrées depuis le début de CLC Média. Bientôt un an. Et je rappelle aussi, parce qu'on a eu quelques petits commentaires pour l'émission de samedi matin, je rappelle que l'émission est aussi en direct sur Facebook, mais Facebook ne nous autorise pas à diffuser de la musique. Donc, quand on parle, on est diffusé sur Facebook. Quand on envoie de la musique, ça coupe. Donc, ne vous inquiétez pas, normalement, vous n'avez plus de son. Vous n'avez plus de son quand on envoie de la musique sur Facebook. Mais bien évidemment, ce qui est encore beaucoup mieux, c'est aussi d'écouter CLC Média sur votre téléphone ou sur Internet. Et vous pouvez charger l'application. Nous avons notre propre application. On nous écoute dans le monde entier. En partant de Coutras. Donc, chargez cette application sur Apple Store ou Play Store, suivant le téléphone que vous possédez. Et là, vous pouvez, voyez, en venant, moi, j'ai fait 30 km, depuis 30 km, j'écoute CLC Média. C'est l'avantage de notre radio, la radio libournaise, la web radio libournaise. On nous écoute à l'étranger, en France, partout. Voilà, alors profitez-en. Bien, alors, bonjour au docteur Jacques Lacroix. Je voulais faire cette petite mise au point pour le départ. Ces vacances se sont bien passées ? Eh bien, le sable était chaud ? Bonjour Lionel, bonjour tout le monde. Il n'était pas très chaud début juillet, non ? Oui, c'est vrai. Oui. Mais après, il est devenu chaud. Oui, mais après, je suis rentré. Ah. Donc je vais repartir. Je vais repartir. C'est pas possible. Mais si. Ah, bon, d'accord. Ben oui, c'est ça, les gens à la retraite. Eh oui, pendant que les autres travaillent. Bon, enfin, le sable était chaud quand même. Oui. Oh, oui. Si. Bon. On va pas se plaindre. Ouais. Allez, donc, première émission Libre Santé de cette rentrée. Il s'est passé plein de choses pendant l'été. On va vous parler bien sûr du virus. Ça me chagrine un peu parce qu'on entend parler de ça du soir au matin, du matin au soir, partout, à droite, à gauche, sur les journaux, les radios, les télés. Et qu'est-ce qu'on va faire nous ? On va vous en parler. Peut-être quand même un petit peu différent. Nous allons parler par contre en premier de la situation générale, cher docteur Jacques-Michel Lacroix. Oui, on va parler de la situation générale pour remettre un peu tout en perspective, parce que on nous abreuve de données, on nous dit il y a tant de cas positifs, mais ça veut dire quoi les cas positifs ? On y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, on est dans une épidémie où il n'y a quasiment pas de malades, donc on peut difficilement parler d'épidémie. Et pourtant, on nous annonce tous les jours des nouveaux cas. Oui, des cas, mais pas des malades, des gens positifs. D'accord. C'est pas la même chose. Ah oui, ça c'est bien de le préciser. C'est pas du tout la même chose. Mmh. Pendant une épidémie de grippe, si on recherche le virus grippal chez les gens, on va le trouver un peu partout, mais tous n'ont pas la grippe. Mais il serait même souhaitable que nous ayons tous le virus, sans faire de la maladie, de façon à nous immuniser, et comme ça on serait tranquille pour un petit moment. D'accord. Alors, mais cette maladie dont on reparlera, n'est qu'une cause de mortalité en France, et une cause minime, puisqu'il y a moins de 2%, et même moins de 1% dans certains centres hospitalo-universitaires, comme à Marseille, de décès dus à cette maladie. Il faut savoir que en 2018, j'ai regardé un peu les chiffres, il y a eu 609 648 décès, soit environ 9 pour 1000 de la population. En France. En France. Parmi ces causes de décès, 25% sont dues aux maladies cardiovasculaires. Alors 25% de 600 000, pour arrondir, ça fait 150 000 quand même par an. On est loin des chiffres du Covid. C'est incroyable. Les cancers, 28%.
La pneumologie, 6,5%. Les morts violentes, 6,5%. Donc déjà, il y a plus de morts par an dues à des morts violentes, c'est-à-dire accident de la route ou chute d'un arbre, que de morts du Covid. Bon, ce qui ne veut pas dire que le Covid ne soit pas une maladie qui peut être grave, bien sûr. Et on l'a vu, oui. La grippe, en 2017-2018, a fait environ 13 000 morts en France. Et dans le monde, d'après l'OMS, la grippe a fait 650 000 morts l'an dernier dans le monde. Le coronavirus, 832 000 dans le monde. Bon. Ah, là. Là, c'est en faveur. Oui, mais l'an dernier, c'était une petite épidémie de grippe. Et puis, on en a tous les ans des épidémies de grippe. Mhm. Donc, si on ajoute ça en 10 ans, ça fait beaucoup de morts quand même. Des cas déclarés dans le monde, d'après l'OMS, il y a eu 24 millions de cas déclarés. Et pour 24 millions, il y a eu 800 000 décès, soit environ 3% de décès, qui inclut des pays où l'infrastructure sanitaire et médicale est très faible. Parce que chez nous, je vous rappelle que c'est inférieur à 2%, et même dans certaines régions, inférieur à 1%. Alors après, on nous dit, oui, cette épidémie a fait énormément de morts aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, ils ont presque le plus de morts. Ils ont 181 704 morts au 29 août. Mais tout ça pour 329 millions d'habitants. Ce qui fait un taux de létalité, c'est-à-dire de mortalité, à 0,05%. Donc, il ne faut pas dire oh, les États-Unis sont submergés ou comme le Brésil, ils ont beaucoup de morts, mais ils ont beaucoup de population. Oui, ramener à la population. Ramener à la population, ça n'en fait pas plus que chez nous, même un peu moins. En France, pour l'instant, on était, au 29 août, à 30 500 morts pour 67 millions d'habitants. Ça fait 0,04%. Donc, il faut quand même pas... c'est pas Ebola, hein, c'est pas la peste. Alors, forcément, alors que les maladies cardiovasculaires, oui, on fait 2 pour 1000 de morts, 140 000 décès par an. Alors, tout ça pour dire que, oui, c'est une maladie dont il faut se méfier, parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas. On connaît le virus, mais on ne connaît pas la maladie qu'elle déclenche. On la découvre au fur et à mesure qu'on découvre des cas bizarres. Mhm. Au début, on s'est dit oh, mais ça donne des pneumopathies gravissimes, comme oui et non. Ça donne des atteintes pulmonaires, oui, mais qui ne sont pas forcément des pneumopathies, qui sont surtout des micro-emboles. Ça donne aussi, c'est-à-dire des parties du poumon dont les vaisseaux se bouchent. Donc le traitement est tout à fait différent du traitement d'une pneumopathie. C'est un virus qui attaque aussi les cellules nerveuses, ce qu'on ne savait pas au début. La preuve, c'est que on a une perte du goût et de l'odorat dans les cas aigus. Bon, mais ce sont des phénomènes qui se résorbent, c'est-à-dire qu'on arrive à s'en débarrasser. Mais il n'empêche que tout ça, ça permet de décrire une maladie qu'on ne connaissait pas, qu'on va sans doute décrire comme on décrit d'autres maladies, avec ses symptômes, ses signes, ses formes cliniques, etc., etc. Mais je pense que c'est pour ça qu'elle a beaucoup inquiété, parce qu'on n'a pas su par quel bout la prendre. Et surtout, et là j'en veux beaucoup à nos autorités sanitaires, qui ont dit « Restez chez vous, si vous vous étouffez, on vous mettra en réanimation ». Il y avait d'autres moyens quand même de traiter les gens. On aurait pu leur dire ce qu'ils disent maintenant d'ailleurs. C'est pas il vaut mieux tard que jamais. Appelez votre médecin, et si les gens avaient appelé leur médecin alors qu'on leur conseillait de rester chez eux, de prendre juste du Doliprane, s'ils avaient appelé leur médecin, je pense qu'on aurait économisé au moins 50% des morts. Parce que tous ceux qui ont été traités comme, enfin vous savez, ne serait-ce que uniquement par antibiotiques, déjà ont été nettement améliorés, il n'y a plus besoin de les hospitaliser. Donc au début, il y a eu des erreurs de la part de nos... Grave. Grave, oui. Très grave. Grave. Et alors, je pense que certains ont la mémoire courte aujourd'hui. Oui. Alors moi, je peux le dire parce que je suis un râleur, mais je ne suis pas le seul. Nous sommes deux. Je ne suis pas le seul. Il y a des voix qui le disent. Évidemment, ce ne sont pas les professeurs ou les médecins qu'on voit le plus à la télévision. Ce ne sont pas ceux-là. Ou alors, il faut changer de chaîne et essayer de chercher d'autres. Mais c'est une réalité. C'est une réalité.
On n'a pas su s'y prendre. Il faut dire qu'on était face à quelque chose d'inconnu. On a eu peur que ce soit beaucoup plus grave que ça n'était. D'accord. Pourquoi quand même bon, il y a eu, on ne va pas appeler ça comme ça, un vent de révolte, mais enfin, les gens du milieu médical, moi je trouve, ne se sont pas trop manifestés. Bon, il y a eu quand même, pas un calme plat, mais bon, il y a le professeur Raoult qui a été au devant de la scène, mais quand même, combien vous êtes dans le personnel médical, c'est un nombre considérable. Et pourquoi ces gens-là n'ont pas crié au scandale ? Mais il y en a beaucoup qui ont crié au scandale, mais pour les voir, il faut aller sur YouTube, il faut aller sur des chaînes comme TV Liberté, ou qui ne sont pas les chaînes officielles. Les chaînes officielles ont donné, officielles, soutenues par la bien-pensance gouvernementale. Oui, et pas que gouvernementale, d'ailleurs, sociétale. N'ont donné la parole qu'à certains, qu'à ceux qui les arrangeaient. Sauf Raoult, on n'a pas pu le faire taire, parce que d'abord, c'est une grande gueule, et parce qu'en plus, il est mondialement connu, il a une université, enfin, prof dans une université de Marseille, où son institut est renommé, donc on ne pouvait pas le faire taire, quoi. C'était pas possible. Mais enfin, il faut voir tout ce qu'on a dit. Moi, je me souviens de Cohn-Bendit qui a dit « Faites taire ce con ». Et qu'est-ce qu'il y connaît, Cohn-Bendit, en médecine, hein ? Parce qu'on peut lui retourner le compliment. Quand même. Oh, oui. Bon. Donc, alors, il y a eu beaucoup de... Mais les médecins n'ont pas dit grand-chose, c'est vrai, parce qu'ils ne connaissaient pas grand-chose, les médecins de base. Ceux qui ont dit quelque chose, ils l'ont fait sur YouTube. Moi, j'en ai vu plusieurs. Ils l'ont fait un peu dans certaines publications médicales qui ont accepté de passer leur témoignage. Mais il y en a très peu. Il faut dire que les publications médicales, toutes les publications médicales que reçoivent les médecins, sont des publications qui vivent grâce à la publicité des laboratoires pharmaceutiques. Alors, ce que disaient tous ces médecins-là n'allait pas dans le sens de ce que souhaite l'industrie pharmaceutique. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que tout le monde a suivi comme les moutons de Panurge. Voilà, personne, ou peu de gens, quelques-uns, bon, je les respecte du reste, ont un petit peu élevé la voix, mais bon, c'est vrai qu'en France, le troupeau est là, quoi. Hein. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus dans cette épidémie. Dans cette épidémie, c'est pas tant les causes médicales, enfin, la raison médicale qui m'inquiète, parce que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, On va parler du port du masque là dans quelques minutes. Je me souviens quand même. Voilà, je disais tout à l'heure, on a la mémoire courte. Enfin, moi, je pense pas. Mais vous non plus. Mais souvenons-nous, on nous a presque interdit de porter le masque au départ. Oui. Souvenons-nous de ça. Les contrôles routiers qu'il y avait à une certaine époque, les gendarmes, la police, etc., ne portaient pas de masque. Oui, et aujourd'hui, on vous menace avec le bâton, quoi. Je me souviens m'être arrêté... parce que je pouvais circuler pendant le confinement, étant donné que je suis médecin. Bon. Et un jour, à un carrefour, il y avait des flics qui n'avaient pas de masque. C'était au tout début. Je me suis arrêté, j'ai dit, vous n'avez pas de masque, vous voulez que je vous en donne? Moi, j'en avais. On dit, non, on en a. On ne doit pas les mettre. Ben, c'est grave, ça. Ah oui, alors que... C'est énorme. Alors que c'était le moment où il fallait mettre les masques. C'est en début de... Je me souviens ici, on avait fait une émission, on en avait parlé, et j'avais même félicité le maire de Coutras de s'être débrouillé pour en faire fabriquer, pour qu'il en ait. Oui. Parce qu'à ce moment-là, il fallait mettre les masques, bien sûr, surtout dans les milieux confinés. On était en pleine courbe ascendante de l'épidémie. Et là, on nous disait, non, ça ne sert à rien. La charmante porte-parole du gouvernement, quand même, qui n'était pas une connerie près, c'est ce qu'elle disait, quoi. Bon, on va parler du port du masque actuellement. Allez, on fait une très courte pause musicale parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Je salue Patrick, Dominique, Pierre, Cédric qui nous ont envoyé déjà un petit message sur Facebook, qui nous écoutent. Et 17h22. Allez, dans 2-3 minutes, on est là. CLC Média, la web radio de Coutras.
Voilà, nous sommes dans l'émission Libre Santé avec la présence du docteur Jacques-Michel Lacroix. Devinez de quoi nous parlons? Eh bien évidemment, nous parlons du Covid-19 et du port du masque dans quelques secondes. Tant que vous êtes avec nous, ne partez pas à 18h. Je reçois Martine et nous allons nous envoyer en l'air tous les deux. Nous allons parler de montgolfière. Oui, non, je sais, c'est bon. Nous allons parler de montgolfière puisque Martine est pilote de montgolfière ici dans la région. Voilà, alors ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel. On va essayer de tout savoir, comment elle est venue à ça. Elle a passé son examen, elle a sa propre montgolfière, etc., etc. Ça sera à partir de 18h. Donc, nous parlons alors de ce port du masque maintenant, qui est devenu obligatoire depuis quelque temps. C'est en train de se multiplier sur la France dans les villes. Ce matin, il y avait la rentrée scolaire. J'ai une question à 2 balles, comme on dit. Pourquoi les enfants qui ont, par exemple, 5 ans, ne pourraient pas attraper le Covid-19, hein, le virus, par rapport à un adolescent qui a 15-16 ans? Ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, il peut très bien... Je dis 5 ans, mais ça pourrait être 2 ans ou un an, oui, bien sûr. Oui. Alors, pardon, il peut très bien l'attraper. Il peut très bien l'attraper, mais en règle générale, ce qu'on a observé jusqu'à présent pour ce virus chez les enfants, c'est que jusqu'à environ 10 ans, à moins qu'ils aient des pathologies particulières, ils ne présentent aucun symptôme. Donc, si on ne les teste pas, on ne sait pas s'ils sont porteurs ou pas. Alors, pourquoi les tester s'ils ne sont pas malades? Oui, pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Alors, il semble qu'il y a avec ce virus, selon l'âge, on observe des choses différentes. Chez les enfants de moins de 10 ans, donc quasiment tout le temps, jamais de symptômes. Au-dessus de 10 ans et adolescents, parfois des symptômes, le plus souvent, le plus souvent bénins. Au-delà chez jeunes adultes et jusqu'à 35 ans, environ, là aussi ce sont des statistiques, ce sont des formes bénignes, c'est-à-dire un rhume, on ne se rend pas compte que, sauf si on a une perte du goût de l'odorat, on se dit tiens c'est peut-être le Covid, mais voilà. Au-dessus de 35 ans et chez les jeunes vieux, faisons-nous plaisir. Voilà. Ça dépend la gravité dépend du terrain, de leur état général et des pathologies associées. Et chez les grands anciens, disons, là, ça prend de l'importance, mais surtout s'il y a des pathologies associées. C'est-à-dire maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire, diabète important, baisse de l'état général de manière importante. Là, effectivement, on s'aperçoit que le corps n'est plus capable de résister au virus, alors que plus jeune, il est parfaitement capable. Alors, faut-il tester les gosses pour savoir s'ils peuvent amener le virus quand ils vont faire la bibise à mémé? Bon, moi, ça ne me paraît pas autre mesure nécessaire. Il s'agit de savoir, c'est toujours pareil, dans toute cette histoire d'épidémie, on essaie il y a 2 plateaux à la balance, un sur les conditions de vie et la sociabilité, et l'autre sur les conditions sanitaires. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut absolument ne pas se contaminer, à ce moment-là, on vit dans un scaphandre, on respire de l'air en bouteille, on ferme chez soi dès qu'on arrive et on a des filtres, etc., etc. Mais enfin, c'est une drôle de vie, ça. Et sinon, on mène une vie sociale à peu près, et surtout familiale, à peu près normale, en prenant certaines précautions. Et puis on accepte une part de risque. Surtout que on n'a pas de traitement spécifique, mais on a des traitements quand même qui donnent des résultats. Mais quand, là, dans quelques mois, dans très peu de mois, l'épidémie de grippe va arriver,
on va faire moins de toin-toin actuellement. Et la grippe, elle tue. Hein. Chaque Absolument. année, il y a des gens qui décèdent. Bon, et on ne se protège pas comme on se protège par rapport à ce virus. Alors, ce qui est souhaitable en cas d'épidémie de grippe, c'est de conseiller. Je dis bien conseiller parce que j'aime pas les obligations. Le port du masque dans les transports en commun, dans les salles de spectacle, des choses comme ça, où il y a une concentration virale dans l'atmosphère à ce moment-là, qui est à peu près 20 ou 30 fois supérieure à ce qu'il peut y avoir en milieu. Donc ouvert. actuellement, vous n'êtes pas contre le port du masque dans les magasins, dans les grands magasins par exemple, enfin dans les petits aussi, hein. Mais moi je vais vous dire très franchement. Actuellement, je serais plutôt contre, mais il y a 3 mois, j'étais pour. Par contre, là, on ne le demandait pas. D'accord. Il y a 3 mois, Parce ça me que semblait utile. Moi, ce port du masque dans les magasins, ça me gêne. Je respire mal avec ce. Et avec ce maintenant, ça truc-là. me semble inutile parce que Hmm. l'épidémie est en cours de finition. Il n'y a plus de nouveaux cas. Ou quasiment Alors pourquoi on nous oblige à porter un masque? Parce que ça fait partie. Alors, ça fait partie de la logique. Avec le début où ils se sont plantés. Et ils se replantent encore. Oui, mais ils ne peuvent pas dire bon, on s'est trompé, c'est avant qu'il le fallait, maintenant ça ne sert plus à grand-chose. Il faut dire bon, maintenant on a des masques, il faut les porter. Et puis, j'en soupçonne certains d'imposer ça pour voir jusqu'où on peut imposer des choses aux populations et jusqu'à quel point elles vont accepter. Le problème que je me pose, et qui est un problème quand même dont vous allez juger toute l'importance, cher Lionel, c'est que lors des épidémies de gastroentérite, va-t-il falloir porter des couches? Et c'est quand même une question importante, Mais il me semble. oui. Bon. Un peu d'humour, c'est bien. Oui. Non, à côté de ça, les mesures barrières, c'est bien. Je veux dire, demander aux gens de se laver les mains. Mais bien sûr, je Ça, pense que ça, c'est nettement plus important de se laver plusieurs très fois par important. jour les mains. Et Oui. dans les situations où on est au coude à coude les uns contre les autres, comme dans les transports en commun, par exemple, que ce soit le tram, le métro, il n'est pas illégitime de porter le masque. Parce que ça ne vous... Alors, puisqu'on parle des masques, il faut rappeler 2 choses. Il y a 2 sortes de masques. Hein. Il y a les masques qu'on trouve là dans le commerce, qui sont dits les masques chirurgicaux, les bleus et blancs, que tout le monde porte. Et puis les masques FFP2, qui sont ou qui étaient réservés surtout aux professionnels de santé. Bon, le masque chirurgical que tout le monde met, ce sont des masques qui protègent l'individu qui est en face de vous, parce qu'il retient les gouttelettes de salive, les postillons, et si vous êtes porteur du virus, il y en a dans vos postillons. Donc, en les bloquant dans le masque, ça évite que celui qui est en face de vous ne les reçoive et puisse s'infecter. Par contre, ça ne vous protège pas s'il y a du virus dans l'air. Quand vous aspirez, l'air qui passe à travers le masque laisse passer les virus aussi. Donc ça ne vous protège pas des virus. Donc les gens qui marchent dans la rue avec un masque, s'ils ne parlent à personne, ça sert strictement à rien. Ils ne se protègent pas du tout. Avec un masque FFP2, ils se protègent un petit peu plus, mais à condition de le changer, parce qu'ils ont je croyais en avoir un, mais je ne sais pas. C'est un maillage beaucoup plus serré, donc ça retient quand même assez bien les virus, mais à condition de le changer toutes les 4 heures, sinon il laisse passer les virus. Bonjour à Liliane. Oui. Petite parenthèse, ces masques-là chirurgicaux, ils arrivent de Chine. La plupart. Oui, ils ne sont pas arrivés à pied, mais ils sont arrivés de Chine. Ce qui nous arrive de Chine, souvent, je pense à des vêtements qui donnent parfois des allergies. Je pense à certaines chaussures, c'est pareil. Je pense à des bracelets de montres qui donnent des allergies. Et pourquoi les masques ne pourraient pas avoir un problème dans quelques temps? Alors c'est vrai que pour l'instant, ça ne s'est pas trop traduit, il n'y a pas eu apparemment... Mais on ne sait pas, ça peut sortir dans 8 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois. Tout dépend comment ils sont fabriqués, les normes qu'on leur demande de respecter. Et peu de gens s'est posé cette question, me semble-t-il. Alors, sont-ils fabriqués selon les normes qu'on doit respecter en Europe? Je ne sais pas. Je sais pas. Par contre, là, il me vient à l'esprit un reportage que j'ai vu sur un industriel qui avait la possibilité de commander plusieurs
millions, plusieurs dizaines de millions de masques en Chine il y a 3 mois, et les autorités lui ont interdit de le faire parce que les autorités, je ne sais pas lesquelles c'était, enfin c'était des gens du ministère de la Santé, voulaient que la commande passe par eux, et que par eux. Alors moi, ça m'embête un peu. Parce que, qu'est-ce qui me dit que c'était des fonctionnaires intègres? Bon, ça c'est autre chose. Bon, alors sur le port du masque, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? Bon, ça coûte cher de ne pas le porter, 135 €, c'est Oui, du racket. Moi, oui, j'ai pas ça, peur de le dire, parce que franchement, c'est des raquettes, oui. non, enfin, c'est incroyable. Et là encore, personne ne dit rien. Très bien, continuons comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire pourquoi ils ne mettent pas 300 € aussi, Oui. tant qu'on y est, quoi. Enfin, franchement, je pense à des gens qui ont des petits revenus. On est dans une période qui est très, très difficile pour tout le monde, Et voilà que maintenant, on taxe de plus en plus. Non-port du masque, 135 €. Allez hop, voilà, tiroir caisse, quoi. Oui, ça c'est comme la limitation de vitesse à 80, etc. Tiroir caisse. Hein. Mais le port du masque, bon, pour résumer, en plein air, totalement inutile, parce que la concentration de virus qu'il peut y avoir en plein air avec les turbulences aériennes est très, très, très faible. Et même, c'est pas un mal d'en absorber un peu, parce que comme ça, on peut espérer peut-être se vacciner de manière naturelle. Après, en milieu fermé, en milieu clos, ça peut se comprendre. En tout cas, ça pouvait se comprendre. Et ça peut peut-être encore se comprendre parce que le virus continue à circuler. Mais c'est très... Mais ça ne sert peut-être pas non plus à grand-chose parce que la virulence du virus est bien atténuée par rapport au début de l'épidémie. Donc... Bon, enfin, on nous dit de le porter en milieu fermé, portons-le en milieu fermé. On va pas jouer non plus trop les... Mais en plein air, ça ne sert strictement à rien. Alors, quand je vois des maires de ville... Ah oui, Bordeaux. Bordeaux. Il y a des villes... je pense que c'est par mimétisme. Sur les marchés, le port du masque est obligatoire. Oui, il peut y avoir une certaine promiscuité, mais il suffit de respecter un peu de distance par rapport à l'autre. Et puis, on dirait que les maires jouent à celui qui en fera le plus, quoi. Un tel l'impose, il faut que je l'impose moi aussi, sinon on va me le reprocher de ne pas l'avoir fait, enfin, etc., etc. Il n'y a aucune cohérence dans cette politique-là, aucune. Bien. Est-ce que nous passons à autre chose? Vous voulez une petite pause? Ouais, on fait une petite pause et puis on se retrouve. Allez, à tout de suite. CLC Média, la web radio de Coutras. Alors, on continue cette émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Nous allons parler de vaccins. On entend parler peut-être d'un futur vaccin pour le virus en question. Que va-t-il falloir faire? Oui, on en entend. Parce que déjà, on entend, pardon, je coupe, on entend des gens qui disent « moi, je me ferai vacciner » et d'autres qui disent « non, je ne me ferai pas vacciner ». Alors, le problème du vaccin, c'est que c'est un marché énorme, mondial, qui se chiffre en plusieurs dizaines ou centaines ou milliers de milliards et que donc, il est très difficile d'avoir une approche objective du problème. Si un jour, il existe un vaccin valable, sans effet secondaire, pourquoi pas le faire? Effectivement, on se protégera d'un virus de plus. Ça, on ne sera jamais sûr. Pas plus mal. On ne sera jamais sûr de ça. On le saura quand il y aura eu plusieurs millions de gens vaccinés. On commencera à voir. Oui, quand ça sera trop tard, alors. Non, pas trop tard. Mais donc, si j'ai un conseil à donner, le vaccin, oui, mais ne soyez pas parmi les premiers. Attendez un peu, quoi. Ouais, vaut mieux mourir avant. Oui, d'accord. Non, mais c'est comme ça qu'il y a des vaccins contre la dengue, par exemple. Il y en avait un qui était sorti, puis on l'a retiré au bout de quelques années parce qu'il y avait plus d'effets secondaires que de bénéfices. Bon, là, il est possible que ce soit pareil. Comme il est possible que ce soit pas pareil, que ce soit très bien. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça se fait dans la précipitation, que pour qu'un vaccin soit valable, il faut plusieurs mois, il faut plusieurs années
d'expérimentation auprès de groupes homogènes de personnes, enfin, pour voir les effets secondaires, voir d'abord s'il est efficace, parce que s'il n'est pas efficace, il faut rappeler que le vaccin de la grippe, il n'est pas efficace à 100%. Hein, enfin, c'est quand même pas mal d'être vacciné, mais ce n'est pas efficace à 100%. Donc celui-là, est-ce qu'il sera efficace? Ça semble pour l'instant difficile parce que l'immunité qui se développe à partir de ce virus n'est pas une immunité traditionnelle. Donc, pour faire le vaccin, il faut passer par des biais qui ne sont pas les chemins habituels. Bon, et puis une fois qu'on pourra penser qu'il est efficace, il faudra voir s'il n'entraîne pas des effets secondaires chez les gens, effets secondaires qui, s'ils sont supérieurs aux inconvénients de la maladie, ça ne vaudra pas le coup, effectivement. Par contre, tout est fait pour nous bourrer le mou et pour nous dire vivement le vaccin, vivement le vaccin. Oui, on prépare les gens. On prépare les gens parce que ceux qui détiennent aussi les moyens d'information sont ceux qui sont aussi actionnaires dans ces domaines-là. Donc, on passe... On va passer à un autre sujet. Je salue Freddy qui nous écoute à Nancy. Merci à lui. Nous allons passer à tout ce qui pourrait être chez soi cancérigène. Alors, la liste est non pas longue, mais enfin, il y a quelques produits qui sont un peu surprenants. Si, la liste est longue. Très longue. Alors. Mais enfin, il y a des produits d'utilité quotidienne dont on va parler, parce que, comme par exemple les capsules de café. Alors, les capsules de café, ben oui, ça peut être cancérigène. Et il y a des chercheurs de l'Université de Barcelone qui ont noté que des concentrations de furane, qui est un composé voisin du benzène, auraient été détectées dans les capsules de café. Alors, quelle marque, je ne sais pas. Mais On va recevoir des tonnes de capsules ici. Mais ce produit, le furane, c'est un produit qui est cancérigène chez le rat, où il donne des leucémies, des cancers du foie et de la vésicule. Et le Centre international de recherche contre le cancer a classé cette substance comme pouvant être aussi cancérigène chez l'homme. Alors, c'est donc plutôt à éviter. Seulement, c'est tellement pratique, ces capsules de café, que voilà. Mais il y a plus de furane que dans les autres cafés, car la concentration en furane qui est retrouvée dans les expressos qui fait à partir de ces capsules dépasse nettement celle du café qui est préparé avec une machine à expresso traditionnelle. D'accord. C'est-à-dire c'est le double. Donc il y a quelque chose quand même. Et le café préparé à partir d'une capsule, ça bat tous les records avec... alors j'ai des chiffres, ça dit pas grand-chose. Oui. Non, mais on pourrait traduire ça. N'abusons pas de ces capsules. Voilà. Bon, en boire peut-être, ou en consommer peut-être, mais avec modération, c'est comme l'alcool, quoi. Voilà, parce que bon, c'est très pratique, mais c'est quand même anti-écologique au possible, et c'est très cher. Ouais. Autre chose qu'on se sert tous les jours, surtout en ce moment, il fait chaud, les désodorisants, eux aussi, sont suspectés. Et oui, parce qu'ils contiennent pour la plupart du formaldéhyde et du benzène. Alors le formaldéhyde, il faut dire qu'on le trouve à peu près partout, parce que la table sur laquelle nous nous appuyons, là, qui est en aggloméré de bois, c'est fait avec des cols à base de formaldéhyde. Donc le formaldéhyde finit par se répandre dans l'atmosphère, tout au moins au début. Je recherche, je le dis pour les auditrices et auditeurs, je recherche une grotte à vendre. Hein, je voudrais acheter une grotte pour m'isoler et ne plus vivre. Oui, moi je n'aimerais peut-être pas trop vous voir, j'ai horreur des grottes, mais bon, chacun ses goûts. Donc le formaldéhyde et le benzène, ce sont des cancérigènes. Bon, à condition d'en respirer tous les jours en quantité suffisante, évidemment. Bon, il ne faut pas non plus... Mais si vous pouvez éviter les désodorisants d'intérieur, c'est pas plus mal, surtout que quand ça sent mauvais, si ça sent mauvais plus la rose, c'est pas terrible, quoi. C'est autant aérer, et puis c'est tout. Il y a des endroits qu'on aère difficilement. Eh bien oui, je sais bien. Oui. Voilà. Et... Alors, les insecticides doivent être dans le lot aussi. Ah, non? les insecticides, oui, bien sûr, Ouais. c'est dans le lot. Oui. Mais enfin, ça, on le sait, c'est fait pour tuer. Tandis que les désodorisants, on pense que c'est anodin. Et ça n'est pas du tout.
Pas du tout, tout comme ne sont pas du tout anodins. Les antitranspirants qui sont alors là maintenant vendus en grande quantité dans les grandes surfaces, qui n'en met pas. Voilà. Parce que dans à peu près la majorité des cas, sauf si vous achetez des produits bio qui n'en contiennent pas, ou si vous utilisez de la pierre d'Alain, il paraît qu'il n'y en a pas, mais tous les antitranspirants contiennent des sels d'aluminium. La pierre d'Alain, ça sert aussi pour ceux qui se rasent et qui se coupent. Ah. C'est très efficace. Ah ouais. Oui, oui, franchement. Bon. Moi, c'était une personne âgée il y a très longtemps qui m'avait dit. Ouais, C'était surprenant, du reste, elle avait une peau. Donc, on n'aurait pas dit de son âge, et elle m'avait dit j'utilise tous les matins après rasage la pierre d'Alain. donc c'est un vasoconstricteur. Voilà. Alors dans les antitranspirants, dont ces sels d'aluminium sont suspectés de donner des cancers, et particulièrement un cancer du sein. Mais c'est plus que suspecté. Ah oui. On pense que beaucoup de cancers du sein seraient liés à l'usage fréquent et quotidien surtout que c'est à proximité, je veux dire, c'est drainé. Et pour les hommes alors? Pour les hommes, le cancer du sein chez les hommes est beaucoup plus rare. Il arrive, il existe, mais il est beaucoup plus rare. Donc nous avons moins de risques? On a moins de risques. D'accord. Oui. Alors, il y a une autre possibilité, si on veut ne pas utiliser des odorisants corporels classiques. On peut se passer après la douche un désinfectant style chlorhexidine ou bétadine sous les aisselles. Ça tue les microbes. Parce que ce qui sent dans l'odeur à transpiration, c'est pas la transpiration. Ce qui sent, si, quelquefois, quand elle transporte certains solvants, comme si vous mangez des oignons, vous avez des chances pour que ça sente l'oignon. Mais ce qui frotter directement avec l'oignon. Ce qui sent mauvais en général, ce sont les bactéries qui se développent. Et c'est les mêmes que sur certains fromages, de toute façon. Donc, si on tue ces bactéries, on ne sent pas. Donc, de la chlorhexidine, par exemple, ou de la bétadine. Ouais, la bétadine, ça ne va pas faire très net quand même, parce qu'il y a une couleur qui reste. Oui, peut-être. Oui. Ah oui, quand même. Sur une chemise blanche, ça risque de donner... Oui. Bon, enfin, quand on est torse nu. On fait dans l'humour vers la fin de cette émission. Oui. Voilà. Et... Les pieds à la bétadine, ouais, ça doit être aussi sympa. Voilà, mais pour en revenir aux sels d'aluminium, on s'est aperçu que ils étaient responsables souvent de cancers du sein avec des tumeurs très agressives. Et pour un médecin, le professeur Pascal Sapineau, il dit que la toxicité des sels d'aluminium ne fait aucun doute, et les tumeurs développées par les souris, bien sûr, ressemblent à des tumeurs humaines. Donc, quand vous achetez un déodorant, regardez la liste des ingrédients qui composent ce déodorant, et si on constate la présence de chlorhydrate d'aluminium, il vaut mieux changer. Chlorhydrate d'aluminium. Il vaut mieux ne pas l'acheter, enfin ne pas s'en servir. Bon. Donnez-le aux voisins. Alors, nous allons terminer avec une petite rubrique qui vous a plu énormément, cher docteur Jacques-Michel Lacroix. La fracture du pénis. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut arriver. Ce qu'on appelle fracture du pénis. Évidemment, si le pénis est tout mou, il ne va pas se fracturer. Mais lorsqu'il est en position érectile, prêt à être utilisé, c'est-à-dire gorgé de sang, puisque c'est le fait de remplir les corps caverneux et le corps spongieux qui sont à l'intérieur de la verge qui lui donne cette rigidité, eh bien, il peut y avoir, lors d'un mouvement involontaire, plutôt involontaire, un mouvement brusque, lors d'un coït particulièrement hardi, il peut y avoir ce qu'on appelle une fracture, c'est-à-dire une déchirure de ce corps caverneux qui est gonflé de sang pour maintenir la rigidité. Et cette déchirure entraîne forcément une grande douleur et en plus une mollesse d'un côté. Donc il va être comme s'il était cassé puisqu'il présente un angle. Et on plâtre? Alors, on ne plâtre pas. Non, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser,
en prenant pour référence votre propre expérience personnelle. Excusez-moi, je suis avec 2 béquilles parce que j'ai eu une fracture du pénis. Il n'y a pas d'os dans la verge. Mais oui, je sais bien que pour vous, vous pensiez qu'il y avait un non, os jusqu'à il y a peu de temps. Non, Mais non, il n'y a pas d'os. Donc, ça ne sert à rien de plâtrer. Par contre, il faut le traiter, hein, parce que le traitement chirurgical qui sera envisagé retire l'hématome et répare l'enveloppe du corps caverneux, de façon à ce qu'il puisse... Oui, c'est sérieux quand même. Oui, et puis il faut s'assurer que l'urètre n'est pas endommagé aussi. Ah non, c'est sérieux, oui, ça nécessite d'aller à l'hôpital. Là. Ou alors, si on attend, évidemment, tout finit par se résorber, il va pas mourir, le mec. Enfin, l'accueil est un peu particulier, parce que quand même, il va garder une blague et d'équerre. Enfin, blague peut-être pas, mais d'équerre en tout cas. Donc, alors, que faire pour éviter cet accident? Alors, attention aux positions à risque. D'accord. Voilà, ne soyez pas trop brusque ou trop pressé, dit l'article que j'ai sous les yeux. Le faux pas coïtal est la principale cause de fracture du pénis. À force de rentrer et sortir, le pénis de l'homme peut faire un mauvais mouvement, rater l'entrée, et là, il se casse. C'est dramatique. On en fera un film. Voilà. On en fera un film. Et 29% des cas de fracture du pénis surviennent dans la position de la levrette. Donc, ça, c'est une bonne information, là. Oui, il nous réserve ça pour la fin. Non, mais franchement... Ah oui, c'est une très bonne information. Au cours de laquelle la verge risque de cogner le pubis de manière violente, au lieu de s'engager. Je pense à quelque chose, quand vous êtes dans les facs de médecine, quand vous apprenez ce genre de choses, non, il y a quand même un moment... il y a des plaisanteries, bien sûr. Comment ? Il y a des plaisanteries. C'est obligé, quoi. Enfin, franchement, le cours doit être difficile, là, non ? Alors, tout dépend du prof. Si c'est un emmerdeur, en général, il ne peut pas finir le cours. Ça, c'est sûr. Mais si c'est un type intelligent, il laisse s'exprimer un peu, puis il reprend en main. D'accord. Oui. Bon, et ben voilà, nous arrivons au terme de cette émission de rentrée Libre Santé. Vous la retrouverez mardi prochain en rediffusion. Et après, on se retrouve en direct dans 15 jours. Oui, c'est ça, dans 15 jours, avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Bonne fin de journée et à très vite. À très bientôt. À très bientôt. Dans quelques minutes, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera 58 minutes, tout simplement. Avec Martine, nous allons partir dans les airs ensemble, puisque Martine, qui est venue nous rejoindre, est pilote de montgolfière, tout simplement. Alors, dans quelques minutes.